La programmation orientée objet est un concept clé du secteur de l'algorithmie et nous allons voir que cette programmation orientée objet qui est possible d'être faite en Python va grandement nous simplifier la vie et cela va passer majoritairement par deux concepts essentiels, les classes et les fonctions. On va donc découvrir aujourd'hui ces classes et ces fonctions qui vont nous faire gagner énormément de temps et qui vont pouvoir vraiment nous simplifier la vie sur, par exemple, ici, on va commencer par essayer de calculer des intérêts composés et le tout grâce à une fonction qui va permettre justement de changer notamment les paramètres. Donc, vous inquiétez pas si j'utilise des mots un peu techniques, on va découvrir tout ça ensemble dans la suite de cette séquence. Et ensuite, on va voir les classes, notamment avec un concept de portefeuille, c'est-à-dire vraiment le fait de simuler en quelque sorte un objet. Ici, on va parler d'un portefeuille qui va avoir notamment des méthodes qui vont nous permettre, par exemple, d'ajouter des actifs, d'acheter un actif, de vendre un actif, de changer le prix d'un actif à l'intérieur de ce portefeuille. Donc ça va vraiment être intéressant et ça va vraiment nous intéresser pour modéliser en fait tout ce qui est, par exemple, des instruments financiers ou quelque chose comme ça. Vraiment, lorsqu'on va parler de modélisation, on va souvent parler de classe, car ça va vraiment nous permettre en fait de créer en quelque sorte un objet qu'on va pouvoir dupliquer et à l'infini comme ça, qui a certaines propriétés. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en ouvrant VS Code et pour créer un nouveau notebook, on va faire un new file ici, formation Python 4.ipynb ici. Et là, on va directement commencer par créer notre première fonction. Donc, pour créer notre première fonction, on va utiliser le mot-clé def, def, pour en quelque sorte définition. Et ensuite, on va mettre le nom de notre fonction. Donc, par exemple, on va commencer par une fonction qui va calculer les intérêts composés, donc compound interest. À la suite, on va mettre une parenthèse ouverte fermée. On va finir par deux points comme les boucles et comme les boucles for par exemple et les if. Et ensuite, en allant à la ligne, on va bien aller à la ligne avec une indentation, hein, donc ça encore, c'est le même principe que les boucles ou les conditions. Et par exemple, on va commencer par afficher quelque chose, on va par exemple afficher test. Ici, si j'exécute ce code, à votre avis, qu'est-ce que cela va faire? Ben, on va le découvrir tout simplement en direct. Ici, vous voyez qu'en exécutant ce code, cela n'affiche rien du tout. Pourquoi? Car en utilisant le mot def, ici, on a défini une fonction. Et donc, tout ce qui est à l'intérieur, en fait, va appartenir à cette fonction. Mais vous voyez qu'ici, en fait, on n'a fait que la définir. On n'a pas appelé cette fonction. Et donc, forcément, le code qui est à l'intérieur n'est pas exécuté. Pour appeler cette fonction, il suffit de copier le nom de la fonction, suivi de parenthèse ouverte fermée. Et là, cette fois, on va appeler la fonction. Et cette fois, du coup, le code devrait se déclencher, car tout simplement, la fonction a été appelée. Et si vous voulez afficher plusieurs fois test, par exemple, il vous suffit d'appeler plusieurs fois la fonction. Par exemple, ici, vous voyez que ça va afficher 3 fois test, tout simplement, car la fonction a été appelée 3 fois. Une fonction ici n'a pas de réel intérêt à part de potentiellement simplifier le code, mais là où ça va devenir intéressant, c'est qu'à cette fonction, on peut rajouter des paramètres. Pour ça, à l'intérieur des parenthèses, il va falloir rentrer un nom de variable, donc par exemple texte ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où justement la variable est définie à l'intérieur de la parenthèse, ensuite on peut afficher, enfin on peut récupérer tout simplement cette variable à l'intérieur du code. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai mis une variable qui s'appelle text et j'ai affiché tout simplement cette variable. Donc maintenant, component interest, je peux lui rentrer une variable dedans. Donc par exemple, on va dire hello et ça devrait tout simplement afficher hello car tout simplement, en fait, vous voyez qu'on a défini pour la variable texte hello et ensuite on a affiché hello tout simplement, hein. Et si par exemple ici je mets world, ici ça va afficher hello, puis à la ligne d'en dessous world, car j'ai appelé une fois la fonction compound interest avec le paramètre text égal à hello et une deuxième fois avec le paramètre text qui est égal à world. Ici, vous voyez que je n'ai pas eu besoin de définir que c'était texte, mais en soi, et c'est même souvent plutôt recommandé, vous pouvez mettre texte égal pour bien définir que c'est la valeur texte qui est égale à ce que vous avez rentré. On va venir donc copier le code ici qui est def component interest. On va retourner sur VS Code ici. On va enlever nos petits tests qui avaient vraiment pour but de tout simplement vous initier à ça. Et là, vous voyez que j'ai créé une fonction qui s'appelle compound interest avec cette fois non plus un paramètre mais trois paramètres. Vous voyez qui sont séparés par des virgules. Le premier paramètre qui s'appelle principal, le deuxième qui s'appelle rate et le troisième qui s'appelle time.
Ici, cette fonction, à partir de ces 3 paramètres, va définir une variable qu'on va appeler amount, qui est égale à notre principal, qui est en quelque sorte notre investissement de départ, fois 1 plus, notre rate qui est, notre taux d'intérêt et à la puissance time, time c'est le nombre d'années par exemple de notre investissement. En effet, ici, cette fonction va nous permettre de calculer les intérêts générés par un taux d'intérêt, on va dire, en cumulé. Donc ici, vous voyez qu'on définit notre fonction amount et notre valeur, enfin on définit notre variable amount, pardon, et on définit également notre variable interest, qui va être tout simplement notre valeur amount moins notre valeur principal, qui était la valeur de base. Et ensuite, vous voyez qu'on découvre un mot très important ici dans l'utilisation des fonctions, qui est return. C'est-à-dire que cette fonction ici, vous voyez, il n'y a pas de print par exemple, donc elle ne va rien afficher, mais par contre, elle va retourner une valeur. Et retourner une valeur, ça veut dire qu'on peut faire, par exemple, ici, A est égal à compound interest de, par exemple, on va dire qu'on va commencer avec 1000 $, qu'on a un taux d'intérêt de 5%, donc 0,05, et qu'on souhaite investir sur 10 ans. Là, vous voyez que si j'exécute, ici, ça ne m'a rien fait, mais ça a bien marché. Et en effet, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça m'a tout simplement donné la valeur interest dans la variable A. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple afficher ma variable A et ici, vous avez donc le taux d'intérêt qui est affiché. En effet, ici, vous voyez qu'on avait donc notre fonction sur laquelle on a rentré 1000 pour le paramètre principal, 0,05 pour le paramètre rate et 10 pour le paramètre time. Et ici, ça nous a retourné le montant d'intérêt qu'on va générer sur 10 ans. Donc, vous voyez que sur 10 ans, ici, on a généré 628 euros d'intérêt. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, et c'est même encore une fois recommandé, de mettre les égales ici, comme vous le voyez. À partir du moment où vous en mettez au moins un, vous devrez faire tous les paramètres qui sont à la suite de ce égal, vous devrez également les spécifier avec un égal. Donc là, vous voyez que là, on va avoir exactement la même chose. C'est juste potentiellement un peu plus clair dans son utilisation. À partir de là, on est également capable justement d'afficher pourquoi pas un petit texte. Donc là, je vais copier-coller directement tout ce code ici. On va le copier là. Et là, vous voyez que j'ai défini mes trois variables, on va dire un peu à part justement. Donc initial investment de 1000 $, ici interest rate 4% sur 5 ans. Et vous voyez que je vais définir ma variable interest qui est égale justement à ma fonction avec mes trois variables que j'ai mis juste en dessous. Et ensuite, je vais afficher du texte. Donc là, je vais afficher le texte, l'intérêt composé après X années et de X euros. Donc vous voyez ici que j'affiche notamment grâce à quelque chose que je crois que je ne vous ai pas encore montré jusqu'ici. Si vous mettez un F devant en fait vos guillemets qui vous permettent d'afficher du texte, eh bien vous pouvez à l'intérieur du texte utiliser les crochets ouverts fermés, vous voyez, et à l'intérieur de ça, par exemple, mettre des variables ou tout simplement des fonctions ou quoi que ce soit qui affiche une valeur directement à l'intérieur du texte. Donc vous voyez qu'on va directement exécuter ce code et là, ça nous affiche que l'intérêt composé après 5 années est de 216,65 euros. Vous voyez qu'ici, on a un bel affichage. Ce qui peut être intéressant maintenant, par exemple, c'est également d'utiliser une petite boucle si on souhaite voir l'investissement au bout de certaines années, hein. Donc ici, on va utiliser notamment les boucles et les listes qu'on a déjà vues, hein. Donc par exemple, imaginons qu'on veuille tester par exemple au bout de 5, 10, hop, alors qu'est-ce que j'ai fait? Non. Hop, on va mettre LI qui est égal à une liste avec 5, 10, 20, 30 et 40 par exemple, hein. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est for L in LI par exemple, hop, on va mettre tout ça à l'intérieur du for et au lieu de mettre interest years égale 5, on va mettre L et donc ici ça va prendre des valeurs, vous voyez 5, 10, 20, 30, 40 et à chaque fois ça va vous afficher le texte qui correspond. Ici, vous voyez que l'intérêt composé après 5 années est de 216 euros, l'intérêt composé après 10 années est de 480 euros, 20 années 1100, vous voyez 2300 et enfin 2200 et 3800. Donc là, vous voyez notamment la force des intérêts composés, hein. En effet, au bout de 40 ans, on se retrouve à multiplier pratiquement par 4 notre investissement initial.
Là, vous avez vraiment l'exemple justement de votre fonction avec une boucle, qui appelle à chaque fois cette fonction en fait, avec un paramètre qui va changer, vous voyez ici, au fur et à mesure de votre boucle. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps sur cet exemple, à bien le comprendre. Vous voyez que ça utilise différents concepts qu'on a vus jusque-là, donc notamment les listes, les boucles, les fonctions qu'on vient de découvrir, afin de bien comprendre en fait tout ça et notamment un affichage ici avec un formatage assez spécial qui va nous permettre d'être un peu plus efficace. Il est intéressant de spécifier également que vous pouvez mettre des paramètres totalement optionnels. Alors attendez, je vais d'abord récupérer tout ça ici et là, vous voyez que vous avez 3 paramètres, hein, ici, qui n'ont pas de valeur en quelque sorte par défaut. Ce que vous pouvez faire, c'est leur donner des valeurs par défaut. Donc par exemple, je vais mettre que time par défaut est égal à 5 ans. Donc là, ce que cela veut dire, ça veut dire que je ne suis plus obligé de rentrer ma variable time. Ici, par exemple, je vais par exemple appeler ma fonction donc componentInterest avec seulement 2 variables, ici qu'on va par exemple mettre 1000 et 0,03 par exemple, on va dire 3 d'intérêt. Et vous voyez que je ne spécifie pas ici le, temps d'investissement, le nombre d'années d'investissement et ça va très bien marcher et ça va tout simplement me mettre ici, me récupérer la valeur 5. Et d'ailleurs là, vous voyez en quelque sorte une petite «erreur» entre guillemets, hein, c'est qu'il me dit l'intérêt composé après 40 ans est de 159,27 et ça, c'est normal car ici vous voyez que l'intérêt composé après, years ici est défini et vous voyez que years n'est tout simplement pas défini dans mon code. Donc en théorie, il devrait potentiellement se passer une erreur, mais yours en fait avait été défini précédemment dans ma cellule d'avant. Ici, vous voyez que lors de la boucle, on a défini, yours qui était égal à L, qui avait, donc pour valeur 5, 10, 20, 30 puis 40. Vous voyez que 40 étant la dernière valeur qu'on a récupérée, eh bien, il se retrouve ici, il me dit auprès de après 40 ans. Mais c'est faux. Ici, je ne peux pas mettre après X années, hop, je vais juste mettre l'intérêt composé et de machin, car vous voyez qu'ici, je n'ai pas défini mon temps d'investissement et donc je vais afficher que l'intérêt composé est de 159,27. Ça, c'est donc au bout de 5 ans, car par défaut, ici, vous voyez que j'ai mis 5 en time. Mais ce que je peux faire également, c'est quand même le préciser, c'est-à-dire que j'ai le choix, soit ne pas le mettre, dans ce cas-là, il prendra la valeur par défaut, soit le mettre, par exemple, mettre 25 ans, j'en sais rien, et là, vous voyez que ça va directement changer mon résultat en mode l'intérêt composé est de 1093,78 €, car ici maintenant j'ai forcé en fait en quelque sorte mon time, je n'ai pas pris sa valeur par défaut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fonctions ne sont pas forcément quelque chose d'essentiel en Python. En théorie, vous pouvez vous en passer, mais ça va grandement vous faciliter la vie. Ici, vous voyez, si j'ai souvent à faire cette opération compound interest, par exemple, je veux souvent savoir combien j'ai d'intérêt composé au bout de tel nombre d'années. Eh bien, au lieu de devoir répéter à chaque fois tout le code, surtout qui n'est pas forcément très clair, car vous voyez que c'est des formules entre guillemets mathématiques, ici, j'ai juste à mettre maintenant component interest, vous voyez, hop, directement de, par exemple, justement, j'ai juste à changer mes paramètres. Par exemple, cette fois, je veux plus 1000 mais 2000. Je fais un intérêt de 7 sur 25 ans et vous voyez directement que j'obtiens le résultat ici, 8 854 € et ça, vous voyez que je peux le faire autant de fois que je veux et ça donc va vraiment nous aider à simplifier le code et à le rendre beaucoup plus compréhensible. On va maintenant passer au concept de classe. Pour ça, on va rentrer directement sur VS Code et on va définir notre première classe. Pour définir notre première classe, on ne va plus utiliser def car c'est réservé aux fonctions. Pour les classes, il suffit d'utiliser classe ici. Et par exemple, on va appeler notre classe bank account. Quelque chose de très important également, c'est que par convention, on va nommer les classes avec des majuscules, hein. Vous voyez que j'ai commencé avec un B majuscule et également, au lieu de mettre des tirets du bas pour les espaces, on va tout simplement mettre une majuscule à la lettre suivante qui va représenter en quelque sorte notre espace. Ici, pas de parenthèse, attention, on va directement rentrer sur un deux points, tout simplement, et ensuite, on va pouvoir commencer à définir vraiment en quoi consiste, en quelque sorte, notre classe. Pour ça, on va toujours commencer par une fonction qui s'appelle init, qui est l'initialisation, qui est appelée ce qu'on a le constructeur. Donc pour ça, on va faire def-init, parenthèse, et attention, très important, à l'intérieur de la parenthèse,
on va mettre self. Self qui est là pour définir en quelque sorte lui-même, qui va nous permettre en fait à tout moment de pouvoir récupérer les différents éléments de notre classe. Donc pour l'instant ce n'est pas encore très clair, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure avec un exemple concret. Donc là, comme vous le voyez, cette fois on a utilisé def. Donc ici, on est dans une fonction qui a notamment du coup ici pris un paramètre. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus complexe que prendre un paramètre. Mais une fonction va marcher pareil, c'est-à-dire qu'on va quand même mettre deux points. Et ensuite, on va mettre print par exemple. Et on va pouvoir mettre print test. Je ne sais pas. Donc là, vous voyez qu'on a défini notre classe bank account qui s'initialise. Et lorsqu'elle s'initialise, ici, elle va afficher tout simplement test. Donc là, encore une fois, hein, vous voyez, quand j'exécute, ici, il ne se passe rien car ma classe est seulement définie grâce au module classe. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est par exemple définir mon account 1 qui est égal à bank account. Et ici, par contre, cette fois, je vais rentrer des parenthèses et là, je ne vais rien mettre dedans car aucun paramètre n'est attendu. Alors attention, aucun paramètre n'est attendu, mais pourtant vous allez me dire, bah, si dans la fonction ici init, il y a un paramètre qui s'appelle self. Alors attention, self n'est pas à proprement parler un paramètre justement, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux classes, c'est-à-dire que toutes les fonctions à l'intérieur de votre classe vont avoir ici le paramètre self qui va vous donner accès en quelque sorte à tous les attributs de la classe. Encore une fois, nous allons le voir avec des exemples beaucoup plus concrets. Donc là, pour être plus juste, on va commencer par exemple par renommer le texte en mettant plutôt initialisation. Hop, donc là, oui, si on exécute, on va afficher initialisation. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première méthode qui est également une fonction qu'on va par exemple appeler withdraw, def withdraw, entre parenthèses. Donc encore une fois, vous voyez qu'on est à l'intérieur de notre fonction, donc on va réutiliser le mot-clé self. On va faire pareil, deux points, et par exemple ici, on va juste print withdraw. À ce moment-là, vous voyez que quand j'exécute ma classe, encore une fois, il n'y a marqué que initialisation. Par contre, ce que je peux faire maintenant, c'est à faire account1.withdraw, hop, et mettre une parenthèse ouverte fermée. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai appelé ma fonction withdraw. Et comment j'ai fait pour appeler ma fonction withdraw? Eh ben, j'ai dû mettre le nom d'un objet de la classe, hein, donc ici account1, qui a été défini, vous voyez en fait, comme étant un bank account, et l'objet étant un bank account, eh ben, il a le droit d'utiliser la fonction withdraw qu'on a définie ici. Attention, par exemple, si je commande cette fonction ici, ils vont me dire que withdraw n'existe pas, hein. Vous voyez, j'ai une erreur tout de suite qui me dit que bank account object has no attribute withdraw. Donc vous voyez hein, ici tout simplement, je définis ici un objet de type bank account et ensuite j'utilise la méthode withdraw qui dans cet exemple n'est pas définie car elle est commentée, mais si je la décommente, et bien ici, ma méthode withdraw affiche bien mon withdraw. On va maintenant voir du coup comment ajouter des vrais paramètres autres que le self qui, je vous l'ai dit, on va en voir un exemple concret d'utilisation assez vite. Donc pour ajouter un autre paramètre, notamment justement à l'initialisation de la classe, il faut le mettre dans init. Donc par exemple ici je vais mettre balance et ce que je peux mettre c'est print ici par exemple balance. Donc là, vous voyez que j'ai défini un paramètre qui s'appelle balance et je l'affiche tout simplement. Et donc quand je fais bank account ici et que je mets en paramètre par exemple 1000, imaginons qu'on veut une balance de 1000 euros, et bien ici vous voyez que je vais avoir marqué initialisation 1000 withdraw. Jusque là, ça semble assez logique car vous voyez qu'à l'initialisation, j'ai un paramètre balance qui s'affiche ici tout simplement à 1000. Ensuite, ce que je veux faire, par exemple, c'est récupérer ce paramètre. En fait, tout l'intérêt des classes, ça va être de récupérer ce paramètre au fur et à mesure des autres fonctions. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, enlever justement un montant dans mon withdraw, eh ben, je veux avoir accès justement à ma balance de mon objet. Donc ici, je peux faire print balance et là, vous voyez déjà que le VS Code va directement m'afficher que ce n'est pas défini, mais je peux exécuter pour vérifier. Vous voyez que name balance is not defined. Et là, vous allez me dire: «Eh bien, c'est bizarre parce que pourtant on l'a défini ici et il n'est pas là, alors que ça fait partie de la même classe». Et oui, en fait, ici, vous voyez que justement, on a défini balance comme étant à l'intérieur de la fonction init et il n'appartient donc que à la fonction init. Vous voyez, quand on n'est plus dans cette fonction, balance n'est plus défini. Mais par contre, ce qu'on va faire, si on veut l'avoir, c'est utiliser bien sûr le mot-clé self. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que dans le,
dans notre, initialisation justement, on va faire self.balance est égal à balance. Vous voyez? À ce moment-là, en fait, on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir initialisation, 1000 withdraw et toujours une erreur car balance n'est pas défini. Par contre, si maintenant je mets plus balance mais self.balance, ici, vous voyez que déjà j'ai plus d'erreur sur VS Code et là, vous voyez que j'arrive bien à récupérer mes 1000. En effet, self va représenter en quelque sorte justement notre objet de classe et je vais dire ici que j'attribue à notre objet de classe, donc bank account, oula, je fais une modification, ici, la variable en quelque sorte balance qui va être récupérable à tout moment grâce à self.balance et ce tout au long de la classe. Et je peux également le récupérer à cet endroit-là. Ici, je peux afficher par exemple balance et là vous voyez qu'également je récupère 1000 hein, donc je vais faire bien print plutôt pour être un peu plus propre, mais vous voyez que je récupère bien mes 1000 à cet endroit-là en faisant account1.balance. Donc si on veut continuer, notre exemple, on va donc par exemple ici mettre initialisation avec hop, donc on va utiliser les F, comme on a vu précédemment. Hop, non, ah, crochet ici, alt 4, hop, avec, balance ici et je vais rajouter un symbole euro par exemple, donc je vais enlever ça. Donc là, déjà, ça devrait nous afficher en effet initialisation avec 1000 € et withdraw, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un paramètre que je vais par exemple appeler amount pour savoir combien on souhaite retirer. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre withdraw, on va faire pareil, withdraw, hop, le montant amount en euros. Et on va donc actualiser notre balance. Pour ça, on va faire self.balance est égal à self.balance moins amount, tout simplement. Et ici, donc on ne va pas afficher ça par exemple, hein, mais vous voyez que maintenant, si j'exécute ça, eh bien, je peux avoir très simplement en fait mon withdraw qui est maintenant accessible. Donc pour ça, eh bien, on va faire account1.withdraw. Ici, on va mettre par exemple qu'on veut retirer 300 $, enfin 300 € et donc maintenant, lorsque je affiche mon account1.balance, ça devrait nous afficher qu'on a, voilà, retiré 300 € dans un premier temps. Vous voyez initialisation avec 1000 €, retirer 300 € et ici, j'affiche notre balance finale qui est donc de 700 €. Et ça, ce qui est maintenant très efficace, en fait, c'est que vous pouvez faire ça pour justement plusieurs comptes en théorie qui, vous voyez, en fait, vous avez défini maintenant en quelque sorte comment est votre, comment doit se comporter votre classe. Et donc là, par exemple, vous pouvez répliquer plusieurs comptes en banque. Vous voyez, par exemple, le compte en banque 2 qui se retrouve au début avec 3000 $ et qui ne fait pas un retrait de 300 $ mais de 150. Et vous voyez que le compte 1 du coup a été initialisé avec 1000 €, un retrait de 300 $ qui nous de 300 € qui nous fait à la fin 700 €. Le compte 2 a été initialisé avec 3000 €, il y a eu un withdraw de 150 €, ce qui nous fait à la fin 2 850 €. Vous avez vu ici la construction pas à pas. On va maintenant aller récupérer directement sur le site l'exemple à peu près complet de notre classe bank account. Ici, vous voyez, pour vous expliquer, donc on a notre bank account qui s'initialise justement avec la variable, avec le paramètre balance qui est par défaut à 0 €. C'est-à-dire qu'on peut le définir comme on n'est pas obligé de les définir et si on ne le définit pas, eh bien on va prendre 0 € dans un balance. Et vous voyez qu'on a donc trois méthodes. Ici, la première qui s'appelle deposit. Donc, vous voyez, hein, qui va ici ajouter à notre balance tout simplement notre montant. On a withdraw qui va nous dire cette fois de retirer notre montant. Mais ici, détail important, si notre withdraw est supérieur à notre balance totale, eh bien, on va nous afficher un message solde insuffisant en disant donc qu'il est impossible de retirer de l'argent. Et enfin, on va faire une dernière fonction qui va nous tout simplement nous afficher notre balance de manière à peu près jolie. Et donc, si on veut savoir comment utiliser ça, on va reprendre la même chose. Vous voyez ici, par exemple, oups, hop, on va définir notre account 1 comme étant un bank account justement avec 1000 $ par exemple. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire par exemple account 1.deposit par exemple. On va dire qu'on va faire un premier dépôt de 500 $, puis qu'on va faire un withdraw par exemple de 700 $ et on va finir du coup par afficher notre balance
Ici, vous voyez, hein. Donc ici, à chaque fois, pour deposit, j'avais un paramètre. Pour withdraw, j'avais également un paramètre. Pour display balance, vous voyez que je n'ai que le self, donc je n'ai pas de paramètre. C'est pour ça qu'ici, il n'y a rien à l'intérieur de la parenthèse. Pareil, si vous voulez être un peu plus propre et rigoureux, vous pouvez mettre à chaque fois le nom du paramètre égal, ici, amount égal ici également amount égal et en dessous, on n'a pas de paramètres et là, vous voyez, hein, que tout simplement, ici, ça nous dit qu'on a déposé 500 €, donc notre nouveau solde est de 1 500 €, car pourquoi? On a commencé à 1 000 €, on a déposé 500, on se retrouve à 1 500. Ensuite, on a retiré 700, notre nouveau solde est donc de 800 € et vous voyez, à la fin, j'ai display ma balance et votre solde est de 800 € et ainsi de suite. Ici, vous voyez que vous pouvez, en fait, répliquer ça tout simplement, si vous voulez créer un deuxième compte ou quoi que ce soit et à partir de ça, vous pouvez vraiment faire des modèles complexes en quelque sorte. Là, vous voyez, hein, vous pouvez assez facilement modéliser en quelque sorte des comptes en banque pour faire des opérations assez classiques, des dépôts, des retraits, et cetera. Et on pourrait faire également des trucs beaucoup plus complexes, comme je ne sais pas, déposer des chèques, faire déposer via une différente méthode qui va par exemple avoir des frais particuliers. Vous voyez qu'on peut vraiment modéliser ici quelque chose de très complexe et qui va nous permettre en fait par la suite de vraiment simplifier notre code, de pouvoir en fait, lorsqu'on peut le standardiser pour pouvoir interagir en fait avec notre code de manière très simple et très efficace. Et vous l'aurez peut-être compris, hein, mais si ici, vous voyez, cherche à retirer par exemple cette fois withdraw 1 000 €, hop, et que ensuite je veux display ma balance à la fin, et bien tout simplement, je vais avoir un petit message solde insuffisant et vous voyez que mon solde est toujours de 800 € car en effet, le withdraw ne s'est tout simplement pas exécuté et donc on n'a pas tout simplement modifié notre valeur de notre compte bancaire. Également, pour la suite, je vous propose un petit exercice, hein, comme d'habitude, qui va nous permettre vraiment, en fait, d'appliquer encore une fois avec la classe portfolio. Ici, ce que je vous propose, c'est de créer une classe portfolio qui va vous permettre d'ajouter des actifs financiers à votre portefeuille, d'avoir leur quantité, leur prix, etc. Le tout grâce à cette classe et justement interagir avec. En gros, ce que je vais vous demander ici, si vous souhaitez le faire, encore une fois, le mieux, c'est vraiment de faire des exemples, qui vous correspondent exactement et de pratiquer peut-être par rapport à un de vos besoins. Mais encore une fois, si vous n'avez pas d'idée, là, vous avez un exemple concret qui peut potentiellement vous donner des idées, peut-être à modifier et cetera. Donc ce que je vous demande ici, c'est tout simplement, en fait, de pouvoir réaliser ces lignes de code. C'est-à-dire que vous devez créer la classe portefeuille, en fait, enfin portfolio et cette classe, vous voyez ici qu'on va lui définir justement My Portfolio comme étant un objet de la classe Portfolio et on doit pouvoir créer les méthodes addAsset, vous voyez, qui va ici ajouter l'asset Apple en disant que j'en ajoute 10 au prix de 150 par exemple, etc. En disant update asset, vous voyez remove asset si je veux supprimer un asset de mon portefeuille et je veux également avoir une fonction qui s'appelle calculate total value qui me redonne la valeur totale de mon portefeuille. Vous avez tout le détail des différentes instructions ici, plus en détail, mais en gros, le but final est vraiment que l'on puisse faire ça. Donc, pour vous, là, vous voyez que la classe portefeuille n'est pas définie et c'est à vous de la définir pour que tout simplement les différentes fonctions ici que l'on propose soient utilisées ainsi de suite afin de vraiment modéliser un portefeuille d'actifs financiers. J'espère que vous aurez apprécié découvrir les structures de fonctions et de classes. On se retrouve pour la prochaine séance dans laquelle on va vraiment commencer le sérieux avec l'utilisation de votre première librairie, qui est la librairie Pandas, qui vous allez voir va être très intéressant et à partir de quoi on va vraiment pouvoir commencer à rentrer dans le sérieux. C'est-à-dire que ici, les dernières séances, c'était vraiment les introductions à Python, essayer de bien comprendre la base et ça c'est quand même vraiment important d'avoir un socle solide. Mais à partir de maintenant, on va rentrer dans des exemples de modélisation financière, de calcul financier, etc., qui vont vraiment vous intéresser, avoir des exemples très concrets, etc. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.